situation d'alerte, simplement ça se renforce. Et puis aujourd'hui, nous sommes le 11 avril, un anniversaire déjà d'un coup d'État au Venezuela, 11 avril 2002. Donc c'est important, la date avait été choisie il y a longtemps, elle avait une dimension symbolique, elle en revêt encore plus une avec ce qui peut se passer actuellement. Et donc, eh bien, écoutez, on va essayer de faire pour le mieux. On essayera de s'arrêter vers 19h45 pour que vous puissiez poser des questions et échanger. Donc, nous avons le plaisir d'avoir Michael Bourrica, qui est l'ambassadeur du Venezuela, pour ceux qui ne connaîtraient pas, et qui va intervenir pour expliquer, parce que c'est une situation assez complexe qui nécessite réellement une approche précise pour que vous puissiez, pour le mieux, entendre ce qui se passe. Hernando Calvo Ospina interviendra lui aussi pour expliquer un petit peu ce qu'a pu être la politique de l'OEA vis-à-vis de Cuba, mais vraiment l'essentiel de l'information ce soir, ce sera autour de la situation au Venezuela. Bonjour, bonsoir à toutes et tous, camarades, amis diplomates, collègues et tous les camarades de la solidarité. Bon, je vais ajouter quelque chose à propos de la OEA. C'est très important de savoir que le 3 avril de 1948, c'est-à-dire avant de l'entrée en vigueur du pacte de Rio, dans la conférence panaméricaine de Bogota, 21 pays ont fondé l'Organisation des États américains, qui était l'héritière de l'Union panaméricaine. On a signé aussi à Bogota la Déclaration interaméricaine des droits de l'homme et un traité américain sur la conciliation, entre guillemets, je dis, des conflits, qui s'appelait le Pacte de Bogota. La charte de la OEA s'était élargie en se fondant sur un principe de sécurité collective. Et pour arranger et garantir des formes d'intervention dans le cas de l'infiltration communiste. Mais au moment de la fondation de la OEA, c'est juste pendant le congrès, le candidat à la présidence de la Colombie, Jorge Eliezer Gaitán, a été assassiné à Bogota. C'est pour cela que les délégués états-uniens ont utilisé en plus un grand prétexte pour faire la diffusion de la peur au communisme. Si on trouve les racines des conflits, je crois que les racines des conflits, on dit toujours entre le monroïsme et le bolivarianisme. Mais on peut dire que les racines des conflits se trouvent depuis l'époque de Cristóbal Colón. Ce n'est pas une blague. C'est le traité de Tordesillas. C'est le pape Alexandre VI qui a promis la évangélisation de cette terre et éviter à tout prix la présence des autres puissances européennes de circuler dans les nouveaux territoires. Et même les transgresseurs et les réincidents pouvaient être menacés de l'excommunion. Le 7 juin 1494, on vient de signer le traité de Tordesillas, où le Portugal et l'Espagne se sont partagés toute l'Amérique. Si on voit toute l'histoire latino-américaine depuis lors, c'est l'histoire entre l'indépendance, la souveraineté
et la soumission. Toute l'histoire latino-américaine, et c'est elle qui se joue aujourd'hui, c'est l'affrontement entre être souverain ou être intervenu. Aujourd'hui, nous vivons une période très difficile où on essaie d'intervenir et de bafouer les souverainetés nationales de plusieurs pays en Amérique latine et les Caraïbes. Je vais vous dire que le panaméricanisme, c'était la façon que les États-Unis, depuis sa naissance, même avant la naissance de la doctrine Monroe en 1823, c'est l'essai d'éviter à tout prix l'indépendance des critères et que chaque nation a le droit de décider son sort. Et je vois, par exemple, c'est très important, la clause Calvo 1868 qui disait le suivant, je vais traduire. Aujourd'hui, l'Amérique, la même chose que l'Europe, se trouve peuplée de nations libres et indépendantes qui ont une existence souveraine qui mérite toutes ces nations le même respect et leurs droits publics internes ne doivent d'aucune manière de permettre l'intervention des peuples étrangers, indépendamment de ces peuples, selon le droit international public. Si un pays se trouve endetté et si on demande l'indemnisation des demandes privées, on ne peut justifier sous aucune forme l'intervention armée de n'importe quel gouvernement. Même les États européens, écoutez bien, c'était 1868, mais il y a une validité énorme pour aujourd'hui. Même les États européens toujours respectent ces principes dans leurs relations bilatérales. Il n'existe aucune raison de respecter les mêmes principes avec ces relations avec les nations du Nouveau Monde. C'est clair. Les étrangers qui se sont déplacés et vivent dans d'autres pays ont les mêmes droits de protection que les citoyens nationaux. Mais jamais on ne peut pas exiger une protection ultérieure, mais parce que ça sert principalement aux États puissants et vont en détriment des nations les plus faibles. C'était l'histoire. Et c'est l'histoire qui continue sous une forme ou d'une autre, renversement de gouvernement, coup d'État, assassinat politique. C'est la façon de faire des États-Unis. Depuis 1990, et surtout avec l'attentat horrible du 11 septembre de Tours Jumelles à New York, une autre histoire commence. Avant étaient les communistes, les pays communistes. Aujourd'hui, c'était le terrorisme injustifiable. Et les pays qui essayent de trouver, par la voie du dialogue, par la voie de faire une sorte de société plus démocratique et plus inclusive. Ça, c'est la lutte. Ça, c'est la lutte depuis le grand discours aux Nations Unies de Hugo Chavez, quand il a dit on sent l'odeur du soufre, après avoir parlé dans le même scénario un homme de tristes recuerdos, George W. Bush.
On a essayé, et qui sont menacés aujourd'hui, on a créé avec Cuba, le Venezuela, après l'Équateur, la Bolivie, le Brésil, l'Argentine, et tous les pays progressistes, Paraguay à ce moment-là, Honduras, et tous les restes des pays, on a essayé de créer, on a créé la CELAC, la Communauté d'État latino-américaine et des Caraïbes. On a créé l'ALBA, l'Alternative bolivarienne pour les peuples de notre Amérique, traité de commerce des peuples. UNASUR. Et même, à un moment donné, la corrélation des forces au sein de la OEA était un peu différente. Aujourd'hui, tout a changé. Ce qu'il faut savoir pour nos amis européens qui sont très respectueux des formes démocratiques et des normes de convivence démocratique, il faut savoir une chose. Nos amis des États-Unis et du Canada appellent avec ferveur à l'application de la dite charte démocratique de la OEA contre mon pays. Mais aucune publication de la OEA ni son site web n'atteste que le Canada ou les États-Unis soient signataires de cette charte. Comme même les États-Unis n'ont pas signé la charte de protection des droits des enfants. Ils n'ont donc pas le droit même d'y faire appel, parce qu'ils n'ont pas signé la charte, et d'assister ni de voter à des séances dans lesquelles on débatte son application. Mais comme il y a des peuples insoumis, il y a des gouvernements, plusieurs gouvernements en Amérique latine qui sont soumis. C'est triste de le dire, mais c'est comme ça. Le secrétaire général de l'OEA, un homme, je ne me rappelle très bien pas son nom. Tu t'en souviens? Luis Almagro. Ah, Luis Almagro, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bueno, il n'a aucun droit de mobiliser quelqu'un, n'importe quel État, par n'importe quoi, parce qu'il est le secrétaire général de la OEA. Le Conseil permanent, il ne peut pas le mobiliser pour appliquer une charte démocratique n'importe contre quel pays, et même pas contre le Venezuela. Mais l'article 17 de cette charte stipule que la OEA ne peut agir que lorsque le gouvernement écoutez bien, le gouvernement d'un État membre considère qu'ils sont en danger son processus politique institutionnel ou son exercice légitime du pouvoir. C'est pour cela qu'il a été appliqué dans le cas de Honduras, parce que le président d'alors, Gabriel Zelaya, a demandé l'application de la charte démocratique de l'OEA. C'était le représentant d'un État. Ce n'était cette figure douteuse qui se trouve comme secrétaire général à l'OEA. Le cas de l'opposition vénézuélienne. Au Venezuela existe la division des pouvoirs, mais il n'y a pas 3 pouvoirs, il y a 5 pouvoirs. Mais ces bons amis de l'opposition vénézuélienne qui ont remporté une belle victoire aux élections parlementaires d'ici décembre 2015, ils n'ont pas voulu, pas non seulement la division des pouvoirs, ils n'ont pas voulu collaborer avec les autres instances du pouvoir de l'État vénézuélien. Un exemple, et c'est le commencement de tout ça. C'est bon monsieur qui s'appelle Ramos Aloup, qui était nommé président de l'Assemblée nationale au commencement du mois de janvier 2016. Sa première déclaration publique a été « Maduro, dans 6 mois, je vais te renverser de pouvoir ». C'est quoi ça? Ce n'est pas la collaboration de pouvoir, même la division de pouvoir, c'est une déclaration de guerre. Ils ont continué.
comme ça. Et même, il n'y a pas des attributions constitutionnelles pour que l'Assemblée nationale parlementaire vénézuélienne puisse renverser le président de la République bolivarienne du Venezuela. Un autre exemple. L'amiral Kurt Tiet, vous me pardonnez, mon anglais c'est un peu épouvantable, mais peu importe. C'est le commandant du commando sud des États-Unis. Dans son rapport au comité de service militaire du Sénat de ce pays, affirme que la crise humanitaire grandissante au Venezuela peut éventuellement obliger à une réponse régionale. Mais, je cite un grand intellectuel vénézuélien qui s'appelle Luis Brito Garcia, mais l'hypothèse d'une crise humanitaire n'est pas prévue dans la charte démocratique de la OEA, ni à une définition précise dans l'ordre international, ni est présente au Venezuela qui, selon les Nations Unies, a un indice de développement humain supérieur à celui de la plupart des pays de l'hémisphère, dont le Mexique, le Brésil, le Pérou, le Paraguay et la Colombie, c'est-à-dire tous ces amis pays amis qui essayent de nous renverser et de détruire la révolution bolivarienne. Donc la crise n'a jamais incité les États-Unis à les menacer d'une réponse régionale. Qu'est-ce qui c'est en jeu? Écoutez bien, ce ne sont pas seulement le pétrole. C'est un modèle de société et d'État plus inclusif, plus démocratique, tout à fait contraire aux desseins de l'impérialisme états-unien et tout à fait contraire aussi aux objectifs de nous renverser de l'Union européenne. L'Union européenne doit régler leurs affaires et pas d'intervenir dans nos affaires. Les affaires au Venezuela, nous allons les résoudre nous-mêmes. Merci.